MG Service Traiteur de Saint-Jérôme. Ils desservent les Basses-Laurentides pour que ce soit une boîte à lunch, un repas ou déjeuner, buffet froid, cocktail. C'est votre traiteur corporatif pour l'événementiel, les anniversaires, les funérailles. Alors, vous n'avez qu'à communiquer avec MG Service Traiteur pour de la fraîcheur, de la qualité, en abondance, un service personnalisé. Savourez la différence. mgservicetraiteur.com. J'aimerais remercier Voyage Essentiel. Si pour vous voyager, c'est une récompense que vous pouvez vous permettre, pourquoi ne pas planifier ce si beau moment avec des professionnels du voyage? Voyage Essentiel vous permettra de choisir le voyage parfait selon vos goûts, votre budget et même vos caprices. C'est merveilleux un voyage lorsqu'il est bien planifié. Alors communiquez avec une conseillère en voyage dès maintenant en appelant au 450-951-9292 ou rendez-vous sur leur site web à voyage-d'union essence-ciel.com ou visitez notre site web samendirect.com. Un lien vous y conduira directement. Car voyager, c'est essentiel. Cette semaine, je vous convie à une rencontre différente. Je vous convie à venir avec moi pour rencontrer Piero San Giorgio. J'ai eu avec lui une très belle entrevue. Je ne sais pas si vous connaissez le survivalisme, si vous le connaissez comme moi je le connaissais, dans mon cas très peu. Et puis, c'est un auteur. Il a écrit des livres qui sont devenus des très bons vendeurs, des livres qui ont été traduits dans plusieurs langues, et puis depuis peut-être 10 ans. Et Pierrot, c'est quelqu'un de très positif. Donc, il nous amène avec lui, avec son analyse qu'il fait de la société, avec son regard. Et puis, moi, j'ai trouvé ça réconfortant de pouvoir l'écouter, de m'entretenir avec lui. On aurait pu discuter pendant des heures et des heures encore. Le podcast nous limitait dans son format à 1h30, mais je vous assure qu'il y aura une suite et on aura d'autres entretiens avec Pierrot parce que ça a été toute une découverte pour bon nombre de personnes qui l'ont rencontré au Québec lors de son passage et pour moi particulièrement. Alors, je vous souhaite une bonne écoute pour cette entrevue. Pierrot, merci d'avoir répondu à mon invitation. Ça me fait plaisir que tu sois avec moi aujourd'hui. Bah avec plaisir. D'abord, c'est un plaisir d'être invité. Et puis, c'est toujours un immense plaisir d'être ici au Québec. Bon, moi, j'apprends à te connaître, hein, mais pour les gens qui t'écoutent peut-être pour la première fois ou qui t'écoutent, qui ont appris à te connaître via ma chaîne, Mhm. tu es qui, toi? Je suis qui? Qui suis-je? Où vais-je? Dans quelle étagère? Présente-toi à Oui, nous, oui. là. Alors, en général, quand on me pose cette question, moi, je dis je suis un écrivain suisse. Donc, citoyen suisse. Je suis aussi un père de famille. Euh, je suis quelqu'un qui a travaillé avant de faire écrivain dans les technologies, dans l'informatique, OK. et à travers le monde entier, surtout l'Afrique, le Moyen-Orient, les pays émergents, l'Europe de l'Est, la Russie, tout ça. Et j'ai aussi été entrepreneur, j'ai ma société, et c'est qu'en 2011 que finalement toutes mes idées malheureusement un peu négatives et catastrophiques du futur se sont transformées dans ce qui est devenu un livre qui était un best-seller. Et après, ben, je me suis pris au jeu, j'ai continué d'écrire et ça marche bien. Il faut croire que j'ai des idées que les gens aiment écouter. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est surtout débattre de ces idées. Et Et quel était ce livre? il sait survivre à l'effondrement économique, OK. qui est sorti en 2011. Et d'ailleurs, la toute première fois que je suis passé voir des journalistes, avant même que le livre sorte, parce qu'il était sorti en octobre, en septembre 2011, j'étais ici, à Montréal. OK. Je me souviens que j'avais réussi un peu comme ça, par débrouillardise, à être dans une émission de télévision financière, d'ailleurs, c'était assez rigolo. Et j'ai eu mes tout premiers médias ici au Québec, en 2011. OK. Puis, donc, la thématique que tu abordes, c'est le survivalisme. Exactement. C'est quoi ça, le survivalisme? Alors, le survivalisme, c'est quelque chose qui nous vient de vos voisins américains. Dans les OK. années 50, ils craignaient la guerre nucléaire. Ils ont commencé à craindre cette confrontation entre l'Union soviétique et les États-Unis. Et
un peu par peur de cette guerre, mais aussi par défi de l'autorité centrale du gouvernement, il y a eu une mouvance chez pas mal de gens de se dire je pars dans mon log cabin dans la forêt et je me mets à l'abri de ces catastrophes. Alors ça, c'était la version américaine des années 50, 60. Et puis petit à petit, ça... on pense encore à ça. On a encore cette référence-là quand on y pense. Alors ça a un peu évolué. Et moi, mon approche, elle était un peu différente parce que déjà, je suis suisse, d'origine italienne, donc j'ai une mentalité un peu différente que celle américaine, évidemment. Bien que j'ai travaillé dans des sociétés américaines presque toute ma carrière. Et donc, moi, mon approche, c'est un peu de puiser sur les traditions qu'on a en Europe et particulièrement en Suisse, des traditions de prévention des catastrophes que l'on puise d'ailleurs dans l'histoire, puisque les catastrophes arrivent, les guerres, ça existe malheureusement, et donc les gens dans le passé, ils avaient des réserves alimentaires, ils avaient les compétences pour survivre, se défendre éventuellement. Et moi, j'ai un peu adapté ça pour aller vers l'autonomie, vers le travail de se transformer, entre guillemets, en quelqu'un qui est indépendant des systèmes économiques pour peut-être une crise, mais aussi pour même un mode de vie. Donc, pour qui la catastrophe aurait moins d'impact. Et donc, ça implique que si une catastrophe arrive, mais ça peut être une petite catastrophe, ça peut être la perte de son emploi, ça peut être un divorce, ça peut être une maladie qui vous incapacite. Vous avez de quoi tenir. Donc, ça inclut évidemment des volets financiers, des volets évidemment physiologiques. On a tous besoin d'eau, de se nourrir, de garder une hygiène correcte. Et ceci, alors, dans un certain contexte, puisque forcément le contexte de 2011 qui suit la crise de 2008, qui était encore à l'époque, on était encore après cette guerre terrible et inutile en Irak et en Afghanistan que les États-Unis ont menée. C'est pas le même contexte que celui de 1960 ou de 1950 pendant le début de la guerre froide. Et simplement, je l'ai adapté avec, dans l'époque moderne, avec cette volonté de retrouver sa liberté par l'indépendance et l'autonomie. Ce qui ne veut pas dire qu'on est obligé d'être à 100% autonome. Ça ne veut pas dire qu'on est obligé de vivre dans une log cabin au milieu des bois. Ça ne veut pas dire qu'on vit dans un bunker. Ça, c'est des choses qui sont... les médias aiment bien caricaturer et montrer ce genre de choses. Et ce qui peut-être a expliqué le succès de mon livre, mon premier livre, c'était que j'apportais une approche assez équilibrée qui permet de travailler, mais à côté d'avoir une attitude où on se prépare peut-être à des temps difficiles. Et donc ce contexte, il est évidemment dans donc en 2011, et qui est encore vrai bien sûr aujourd'hui, c'est pour ça que le livre continue à se vendre très très bien, c'est que nous avons une problématique à travers le monde, quand on regarde les choses globalement, nous avons une population qui continue à croître, on est passé quand même au XXe siècle de 2 milliards à aujourd'hui 9, c'est quand même énorme, on s'approche des 9 milliards, on a des ressources qui sont comme elles sont. Certaines sont limitées, d'autres, on arrive à les faire croître, mais c'est difficile. Mais elles sont contrôlées, les ressources. Elles sont de plus en plus contrôlées, elles sont de plus en plus chères dans certaines situations. On a aussi une pollution. Alors moi, je viens aussi d'un point de vue personnel d'un monde à une grande sensibilité écologique. Et donc, quand j'étais jeune, on était très sensible à la pollution, et je le suis toujours. On essaie à l'époque, on faisait ce qu'on pouvait, on triait nos déchets, on fait toutes ces choses que vous faites, que tout le monde normalement fait, mais on était très attentif à cette pollution industrielle, l'air que l'on respire, sans aller dans l'excès. Parfois, on a des excès là aussi, on veut presque détruire les économies pour pouvoir polluer moins. Il faut trouver un équilibre qui est soutenable, qui fonctionne. Donc, la problématique, c'est que 9 milliards de personnes qui consomment de plus en plus d'énergie, polluent plus, créent des problèmes dans l'environnement, les niches écologiques s'épuisent. Est-ce qu'on va encore avoir des poissons dans la mer pendant longtemps, dans les rivières ? Il faut faire très attention à ça. Donc, l'épuisement des énergies, l'épuisement des ressources, l'épuisement des sols, surtout, sont un problème à terme. Et donc, la question, c'est pas qu'il y ait une crise le jour où on est en train d'extraire la dernière goutte de pétrole. On a encore du pétrole pendant très très longtemps. La question n'est pas qu'on n'ait plus de production agricole parce qu'on vient d'utiliser le dernier centimètre carré de terre. Non, mais on va dans des tendances où ça se raréfie. Et donc, dans une logique de rareté, les conflits augmentent, les tensions augmentent. Et là-dessus, on a une gestion par les politiques qui est catastrophique.
depuis une vingtaine d'années, notamment parce que nous avons une fuite en avant dans la création de dettes. C'est-à-dire qu'en gros, on ne choisit pas, on ne fait jamais de sacrifice pour dire, bon, je préfère dépenser pour tel budget et pas un autre. Non, on budgète pour tout. Et on s'endette. Et on s'endette de manière colossale. On voit, vous, au Québec, vous êtes pas mal endetté, mais aux États-Unis, qui est quand même une grande économie, c'est gigantissime. C'est énorme. C'est un truc impensable. Même l'esprit humain a de la peine à comprendre. Et cet endettement, tôt ou tard, il vous amène à la faillite. Et donc, avec des conséquences terribles, surtout pour les plus démunis, pour les plus pauvres, qui ont moins de moyens pour se préparer. Et donc, on va vers des dérives politiques, notamment vers la guerre. Guerre pour les ressources, mais aussi guerre pour montrer aux gens un ennemi, au lieu de se poser la question de pourquoi on est arrivé dans cette situation de faillite, pourquoi on a gaspillé de l'argent pour tout et son contraire, pour des programmes sociaux très socialisants d'ailleurs, et donc qui n'amènent pas de la productivité, qui n'amènent même pas du bonheur, parce que donner de l'argent aux gens, c'est la meilleure solution pour les rendre malheureux, parce qu'ils n'ont pas la satisfaction d'avoir réussi quelque chose par eux-mêmes, alors que nous sommes encore dans un monde avec des ressources. Et donc, on a encore la possibilité de créer, de faire des choses. D'ailleurs, ce serait ça qui probablement, résoudrait beaucoup des problèmes énergétiques, économiques que l'on a. C'est par l'invention et l'inventivité humaine. Et or, on fait tout pour la détruire. Et enfin, il y a en plus tous les risques, on va dire, entre guillemets, habituels. On a des accidents. On a vu, je crois que c'était l'année dernière, des trains toxiques qui déraillent avec des produits toxiques dangereux. On a quand même des risques d'accidents industriels, de guerre nucléaire. On a vu la pandémie. Alors, il pourrait un jour avoir une vraie pandémie qui n'est pas un peu organisée, un petit peu frauduleuse. On pourrait avoir vraiment des problèmes sanitaires massifs. Donc tout ça, ça nécessite qu'on y travaille. Et mon point de vue, c'est un travail surtout et d'abord au niveau du citoyen, au niveau de l'individu. Donc, c'est à lui que que tu t'adresses lorsque avec ton livre. Et donc, le survivalisme, aujourd'hui, moderne, parce que c'est plus du tout celui de 1950, c'est une approche vers l'individu, non pas pour devenir égoïste et individualiste, mais de prendre ses responsabilités pour lui et les gens qu'il a à charge, donc notamment c'est sa famille, par exemple, ou ça peut être ses parents, et de faire en sorte de minimiser les impacts de crise qu'on espère. Évidemment, on va pas se préparer pour des crises qui n'existent pas. On se prépare pour des crises qui sont probables. Et on se prépare avec avec une certaine méthode. Et c'est cette méthode que je donne dans mes livres, qui est une méthode qui me semble qui est raisonnable, qui est accessible à peu près tous, et qui nous amène à structurer notre manière d'être et de gérer nos émotions de peur et d'angoisse qui viennent souvent avec la réflexion sur les crises. Souvent, les gens ont peur. Mais justement, donc, ils reprennent possession, ils reprennent le contrôle, justement, sur cette vie. Quelles sont les plus grandes valeurs à défendre dans ce mode de vie-là, justement? Alors oui, la reprise du contrôle de sa vie, c'est ce qui nous donne en réalité notre liberté. Parce que la liberté, elle vient pas, c'est pas à faire ce qu'on veut. La liberté, c'est être responsable de ce que l'on fait. Et donc ça veut dire qu'on a le levier de contrôle qui est jamais à 100%, mais qu'on essaye d'agrandir sur ce qui nous impacte. Mm-hmm. Donc par exemple, une autonomie financière, elle nous donne plus de liberté qu'une dépendance. Et elle permet aussi à la société de s'occuper des personnes les plus vulnérables. Absolument. Parce que pendant qu'elle ne s'occupe pas de nous, elle peut s'occuper des plus vulnérables qui n'ont pas les facultés pour être autonomes. Oui, parce que ça arrive, oui. Effectivement. Et donc, avoir plus d'indépendance sur sa nourriture, par exemple, son eau, sa nourriture, eh bien, ça nous permet d'être moins dépendants Alors d'abord, ça nous permet de contrôler ce qu'on mange et ce qu'on boit, et peut-être de vérifier un peu que ce soit de bonne qualité et que ça nous apporte une bonne santé. Mais ça nous permet aussi d'être moins dépendants des circuits de distribution qui remplissent les supermarchés. Quand il y a une crise, ici au Québec, vous avez des hivers froids, vous avez eu des hivers verglaçants terribles dans le passé. Tout s'arrête dans ces cas-là.
Et donc, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on a quand même des choses chez soi alors on peut aller Qu'on a jusqu'à appris produire. peut-être à produire, à transformer, à conserver. Exactement, Parce que c'est exactement. vrai qu'on a perdu ces Oui, nos références. grands-parents le faisaient. Nos grands-parents conservaient la nourriture avec des équipements beaucoup plus modestes Tout à fait. et puis conservaient la nourriture plus longtemps, sans agent de conservation. Exact. Et puis nous, on a perdu ce transfert de connaissances. Mhm. Donc, mais c'est donc dire que les gens sont intéressés à le savoir. Si vous, Ah oui. si tu me dis que ton livre euh, est acheté et que c'est un succès, donc ça veut dire que c'est pas parce que ça se fait pas aujourd'hui que les gens sont pas intéressés Oui, à oui, ça. mes livres sont traduits en 14 langues à travers le monde, hein, vraiment en arabe, même en turc, vraiment dans beaucoup de langues. Et ça montre qu'il y a un intérêt parce que beaucoup sont intuitivement conscients qu'il y a des risques dans le monde moderne. Parce qu'effectivement, nos grands-parents, ils n'étaient pas, par définition, c'était pas le monde moderne, ils vivaient localement. Et celui qui vivait dans cette région ici, eh ben, il connaissait ses voisins, il savait qui fait des patates, qui fait des choux, qui a des vaches, qui fait un peu de viande. Et puis, il savait que pour l'hiver, il fallait mettre ça en cans, en conserve, faire des bocaux. Et il fallait le faire l'été, pas à la dernière minute, parce qu'on savait que l'hiver était froid. Dans d'autres cultures où il fait beaucoup plus chaud et la nourriture est plus abondante toute l'année, on est un petit peu moins stressé par ces choses-là, mais on a d'autres problèmes. Par exemple, il manque d'eau. Oui, effectivement, Et ils ont ici, vous d'autres ne manquez défis. pas d'eau. Oui, c'est ça. Non, Ils ont d'autres défis. Voilà. Et donc, en fait, l'être humain, il s'est toujours adapté et il a toujours, c'est une particularité de l'être humain, il a toujours prévu l'avenir et il a essayé de se préparer à ce qui pourrait arriver. Mais avec le confort ou ce qu'on appelle le just-in-time, ces cycles, ces circuits de distribution qui font que les supermarchés n'ont pas de réserve et nous non plus, parce qu'on sait qu'on peut aller au dépanneur acheter ce qu'on veut à n'importe quel moment du jour ou de la nuit, etc. En fait, on n'a plus rien chez nous. Enfin, là, ça, c'est un des problèmes que j'avais constaté dans les années 2000. Et moi, j'ai vu venir ces tendances lourdes que j'expliquais tout à l'heure et qui convergent entre 2020 et 2025. En gros, c'est maintenant que l'on a le début des grandes crises. Comme par hasard, c'est en 2020 qu'on a vu le Covid. C'est intéressant que cette crise, elle coïncide avec des moments où la finance commençait à aller très mal et on commence à se rendre compte qu'on est en faillite. Intéressant à creuser. Est-ce qu'aujourd'hui, on voit en fait cette dette gigantesque? Est-ce que c'est ça la raison pour laquelle les taux d'intérêt sont en train de rebaisser à nouveau et qu'on abandonne les politiques financières classiques qui sont, si on a trop de dettes, il faut que l'argent cesse d'être créé et donc on augmente les taux d'intérêt pour le rendre plus cher. Ben, on a vu que ça rend le remboursement impossible, trop cher. Et donc là, on est en train, on enregistre la semaine prochaine, on enregistre aujourd'hui en mi-septembre. Je crois que le 18 septembre, la semaine prochaine, on va avoir l'annonce qui très probablement va commencer un cycle de baisse de taux d'intérêt de nouveau. Est-ce qu'on va arriver à des taux d'intérêt négatifs comme on a eu la décennie dernière? Peut-être, parce que c'est le seul moyen de ne pas payer l'intérêt de la dette. Sauf qu'évidemment, ça veut dire qu'on va créer encore plus de dettes et donc ça nous crée de l'inflation. Et donc, encore une fois, ce sont les gens les plus modestes, les plus pauvres, qui, eux, vont voir le prix de la nourriture augmenter, le prix du loyer augmenter. Et souvent, les salaires, ils ne suivent pas autant. Donc, on est dans une crise en ce moment qu'on repousse, on kick the can. Mais c'est parce qu'on a aussi appris aux gens à gagner de l'argent en fonction d'un échange entre le temps de travail et un salaire, aussi. Alors que on ne peut pas l'augmenter parce que on est maintenu à 24 heures dans une journée pour tout le monde. Donc, comme les plus riches font plus d'argent avec plus d'actifs et plus d'actifs provoquent plus d'argent et que les gens modestes, le seul actif qu'ils ont, c'est du temps, mais que Exactement. on ne peut pas avoir d'expansion, ça l'explique aussi qu'il y a un modèle qui peut s'en sortir plus facilement et il y a un modèle qui doit subir ce que l'autre propose comme mode d'acquisition de richesse. Oui, Donc, on apprend des gens qui ont des revenus modestes, on apprend des gens qui ont pas beaucoup de temps à échanger pour un salaire, on apprend comment ces gens-là à justement développer leur autonomie. Et on commence par quoi, Alors, finalement? c'est évidemment plus difficile quand on a moins de ressources pour commencer, que ce soit des ressources physiques, mentales ou financières, mais on commence petit à petit.
On commence petit à petit. Alors, je donne quelques exemples. Par exemple, pour la nourriture, lorsque vous allez faire vos courses, vous essayez d'acheter un tout petit peu plus de produits que vous mettez de côté. Un peu d'eau, un peu de nourriture. Mais ça, ce n'est pas de l'autonomie, c'est simplement des réserves. Oui. Mais c'est une petite étape. Ça veut dire, par exemple, apprendre aussi à ne pas dépenser de l'argent. Par exemple, je ne sais pas comment ça se passe ici au Québec pour tout le monde, mais dans beaucoup de pays en Europe, on achète de l'eau minérale en bouteille. Ce qui est idiot parce que notre eau est très pure en Europe. Dans la plupart on a encore la chance d'avoir de l'eau avec des filtrages, etc., qui fonctionnent bien. Donc on pourrait très bien aussi imaginer avoir un filtre à eau chez soi et prendre l'eau du robinet et de la mettre en bouteille nous-mêmes et d'en faire quelques stocks et de faire en sorte qu'elle soit pure et consommable à côté. Ça coûte en fait beaucoup moins cher. On fait des économies sur ce genre de choses. Trouver les conditions où on ne s'endette pas, par exemple, nous fait gagner de l'argent. Ces fameux revolving credit comme on a partout, c'est une catastrophe en fait financière pour l'individu qui les prend. Alors on se dit, bon, j'aimerais bien avoir une nouvelle voiture, un nouveau outil pour la maison, etc. Oui, mais si on le fait à crédit, ça va nous coûter 5, 10%, 15%. Et en fait, c'est énorme comme prix. On le paye 2 fois, en réalité. Ou 3, ça dépend. Et donc, il faut faire très attention. Et là aussi... Mais ils nous tiennent aussi Bien avec sûr. ça. Parce que la journée que nous avons une cédule de remboursement pour conserver son crédit, son existence dans cette communauté d'affaires, dans cette communauté commerciale, il nous oblige à travailler encore et encore aux conditions qu'ils vont nous donner parce qu'on est en train de consommer aujourd'hui notre gagné du futur. Exactement. Donc c'est par une prise de conscience, finalement. Oui. Il y a beaucoup de trucs que c'est par une prise de conscience. La prise de conscience, on commence par là. Oui. Et ensuite, il faut du travail. Ça ne se fait pas par miracle. Il faut travailler. Il faut probablement, même pour certains qui sont très endettés, probablement aller chercher 2, 3 travaux. D'ailleurs, c'est ce que font beaucoup de gens, malheureusement. Beaucoup de gens sont obligés de travailler 2 ou 3 fois. Je ne dépeins pas une réalité qui est très heureuse, malheureusement, pour beaucoup. Mais simplement, là, cette prise de conscience, elle va nous permettre de cheminer mentalement d'abord, puis ensuite physiquement, vers cette indépendance qu'on va obtenir par l'autonomie. Et cette indépendance, encore une fois, c'est celle qui nous donne la vraie liberté. Et on pourrait discuter de la nécessité d'être beaucoup plus minimaliste, d'être beaucoup plus frugal dans nos consommations, dans un monde qui nous pousse par la publicité, évidemment. Mais on associe le minimaliste au survivalisme des fois. Bien sûr. Mais je suis curieux de savoir quand est-ce que tu as été frappé par ça, par cette idée-là ou par ce concept-là de survivalisme? C'est vrai que rien ne m'a amené à ça, en fait. Parce que pour les gens qui nous écoutent aujourd'hui, qui connaissent peut-être moins, t'es une figure clé du survivalisme en Europe, là. Je veux dire, t'es très connu pour ça. Donc, c'est quoi les débuts de ça? Alors, oui, parce que ce qu'il faut dire aussi, c'est que beaucoup de gens s'imaginent que le survivalisme, c'est le coureur des bois. Oui. C'est celui qui est capable de vivre dans la forêt. Et ça, c'est une culture. Et moi, je considère que c'est un sous-groupe du survivalisme, ce qu'on appelle souvent le bushcraft en anglais, ou je ne sais pas comment on dit en français. Mais en gros, d'être capable de travailler, de fabriquer une cabane dans les bois, tout ça, c'est super, hein, c'est génial. Mais ce n'est pas la stratégie. Moi, je veux une stratégie beaucoup plus englobante et qu'on peut proposer comme mode de vie. Parce qu'on ne peut pas proposer sérieusement aujourd'hui comme mode de vie de vivre dans une cabane dans la forêt. Déjà, c'est pas possible dans la plupart des pays, parce que c'est quand même dur. Oui. Surtout s'il y a des ours, il fait moins 40. Mais l'idée, c'est d'avoir une stratégie qui nous organise pour plus de liberté, et qu'on adapte, évidemment. Chacun adapte en fonction de son âge, de qui on est, de sa situation familiale. Il y a des gens célibataires, il y a des gens en couple, il y a des gens avec des enfants. On ne peut pas faire exactement la même chose. Et puis, on le sait tous, on a des périodes dans la vie où on a besoin, on doit dépenser, parce qu'on a des frais, on doit développer l'avenir. Et il y a des moments dans l'avenir où on peut profiter de ses investissements, profiter de son épargne, et peut-être dépenser moins parce qu'on a moins de dépenses, on a moins besoin, on n'est pas obligé de tout dépenser parce qu'on nous pousse à la consommation, à la dépense. Et donc, quand est-ce que ça m'est arrivé de réfléchir à ça? Eh bien, c'est parce que pendant toutes les années 90, je travaillais comme cadre dans l'informatique. Je voyageais beaucoup aux États-Unis, en Amérique du Nord, donc pour des sociétés américaines, en Europe, bien sûr, en Afrique. Et
Et en Afrique, au Moyen-Orient, j'ai quand même vu que le monde, il était quand même assez dur. Hein. C'était pas la Suisse. Quand on va travailler au Burkina Faso, on se rend compte que le pays est très pauvre. Les gens sont très gentils, mais le pays est très pauvre. Quand on va, par exemple, au Congo, là, on se rend compte que c'est la guerre. C'est la guerre civile. Il y a des morts dans la rue. C'est pas évident de travailler. Puis on voit cette pollution qui s'accumule dans beaucoup de pays où il n'y a pas de traitement de l'eau, il n'y a pas de traitement des ordures, où simplement les gens jettent les ordures par terre, etc. Et on voit que ça finit par détruire les rivières, ça détruit une partie des forêts, ça détruit les animaux, la diversité. Et tout ça, on en a besoin parce que l'écologie, elle est interdépendante l'une de l'autre. Exactement. Donc on a besoin que les équilibres soient maintenus. Et la nature, elle les maintient elle-même, les équilibres. Mais si on rajoute des produits polluants parce qu'on les jette, sans parler des plastiques et de tout ce qu'on connaît, dans les rivières, dans les terres, dans les mers, on amène des déséquilibres qui sont très très longs à reprendre. Et en attendant, on en a besoin de ces ressources. On pêche des milliards de poissons tous les ans. On en finit par fabriquer des animaux dans des usines. Dans les poulets, c'est dégueulasse, c'est horrible. Les poulets, les cochons, c'est plus très bon. Hein. C'est pas très bon pour notre santé de manger comme ça. Et même les légumes, on se rend compte qu'on a tellement épuisé les sols qu'ils ne poussent que parce qu'on y met des engrais, et en plus que leur qualité nutritive est très très faible. C'est pour ça qu'on a toujours faim et qu'on veut manger du sucre. Et qu'ils périssent après quelques jours seulement et qu'ils ne se conservent plus. Si nos grands-parents avaient eu les carottes que nous avons aujourd'hui, il n'y en aurait pas eu pour tout l'hiver. Ils seraient obèses comme nous, oui, alors qu'ils étaient tout maigres, nos grands-parents. Oui. Et moi qui suis un gourmand, je sais bien que c'est un de mes problèmes, donc je dois faire attention. Et donc ça, c'était une prise de conscience à la fin des années 90, qui s'est vraiment cristallisée en 2001-2003, entre le 11 septembre d'un côté, où je me suis dit, mais est-ce qu'ils ne seraient pas en train de nous mentir sur ce qui se passe quand même? Parce qu'ils veulent quand même faire la guerre en Irak, et pas au Zimbabwe. Hein. Ce n'est pas dans un pays où il y a du tabac. Ils ont ciblé des pays où il y a du pétrole, comme par hasard. Et là, j'ai travaillé, j'avais comme client au Moyen-Orient des grandes entreprises. Alors, il y avait des françaises comme Total, mais il y avait des locales comme Saudi Aramco, Koweït Petrol, des gens comme ça. Et lorsqu'on discute avec eux pour leur vendre les produits informatiques, de temps en temps, on parle de leur core business, de comment ils font. Et eux me disent, voilà, le pétrole, on sait qu'il va y en avoir de moins en moins, on sait qu'on est de moins en moins capable d'en attraper. Alors, entre-temps, il y a eu les shales qu'on a au Canada et aux États-Unis, mais c'est temporaire. À peu près à l'horizon 2020-2025, on commence à avoir des productions qui baissent. Et on y est. La production baisse, mais est-ce que c'est vraiment parce que le pétrole est plus rare? Il y en a beaucoup à des très profonds, il y en a beaucoup encore dans plein d'endroits où on ne peut pas aller, mais pour ça, il faut qu'ils soient un peu plus chers pour que ce soit rentable. Mais la question, en fait, c'est surtout l'investissement nécessaire, il commence à manquer, et dans un monde inflationniste, ça nous implique du pétrole peut-être à 200, 300 dollars le baril en Brent. Et là, ça veut dire qu'à la pompe, on l'a pas à 1,40 $ canadien, on va l'avoir à 5 ou 10. Et là, ça change complètement l'économie, évidemment. Et la question, c'est pas est-ce qu'on est capable de changer? Bien sûr qu'on est capable de changer, on s'adapte. Mais si ça va vite, ça amène des crises. Donc on a cette problématique de crise, en fait. C'est pas tellement parce qu'on vivait sans pétrole, hein, il y a un siècle ou deux. Simplement, il faut du temps pour s'adapter. On a mis du temps pour passer du chevaux au train, et de train comme moyen de transport principal à la voiture, et au camion pour transporter les marchandises. On s'adapte progressivement. Mais quand on a des crises qui nous ramènent un petit peu en arrière de quelques décennies peut-être, ou qui nous rendent plus difficile pour des raisons énergétiques la vie, l'adaptation est dure. Et là s'ajoute l'aspect social que j'ai aussi pris conscience dans les années 2000, c'est qu'il fut un temps au Québec, il n'y avait que des Québécois. Moi, j'aime bien les gens du monde entier. Hein. Moi, je suis quelqu'un qui adore le monde, voyager, découvrir des cultures, discuter avec tout le monde, j'adore. Mais je me rends compte, et particulièrement en Europe en ce moment, c'est très très tendu. Ici, ce n'est pas le cas. Mais voilà, là où il n'y avait que des Québécois il y a 50 ans, aujourd'hui, il y a tous les pays du monde au Québec. En France, c'est pareil. En Espagne, c'est pareil. En Angleterre, c'est pareil. Et on commence à le voir. On a vu en Angleterre cet été, mais on le voit de manière régulière dans beaucoup de pays. Ce mélange, ce multiculturalisme, qui peut être enrichissant dans certaines conditions, il peut aussi être créateur de tensions
Et le monde, comme on dit souvent, le monde multiculturel, il commence à devenir multiraciste. Parce que les racistes dans le monde, il y en a plein. Et c'est pas que des blancs. C'est tout le monde, en fait. Et c'est dommage, parce qu'on a plus à apprendre les uns des autres que se détester. Mais en fait, on voit que l'effet inverse commence à se créer parce que il commence à y avoir des tensions, et ceci dans un monde qui est extrêmement riche encore, et où il n'y a pas encore de crise lourde. Et quand la crise arrive, et que peut-être les États vont faire faillite et que nous n'aurons plus l'argent pour acheter la paix sociale, là c'est une autre paire de manches. Et là on revient sur l'humanité, ce qu'elle a malheureusement toujours été, c'est une humanité qui est capable d'être très violente. Et donc il faut se préparer à ça aussi, simplement sans méchanceté, hein, sans haine, mais simplement être réaliste, parce qu'on doit protéger qui nous sommes, nos communautés, nos enfants, etc., de gens qui peuvent devenir des prédateurs. Heureusement, ce n'est pas la majorité, mais ça arrive. Et ça, je l'ai vu en Afrique, je l'ai vu dans pas mal de pays, je l'ai vu malheureusement aussi au Moyen-Orient, avec cette guerre en Irak. On a vu à quel point ça a vite dégénéré dans des conflits entre différentes religions, en l'occurrence des chiites et des sunnites en Irak, mais aussi contre les forces d'occupation américaines. Je crois qu'il y avait aussi des Canadiens là-bas. Possible. Oui, je pense bien, mais... Moi, quand j'y étais, il y avait des Italiens là où j'étais allé, mais c'était très difficile, c'était très tendu. Et ça, c'est que le début. Donc, voilà, il est temps sans paranoïa et encore une fois, sans méchanceté, de simplement prendre conscience que nous pouvons rentrer dans un monde dangereux. Donc ça, j'ai pris conscience entre 2003 et 2005. Et à partir de 2005, j'ai commencé à me préparer en Suisse pour me dire, bon, au cas où, je commence à... Alors, j'ai acheté une ferme, j'ai vendu tout ce que j'avais, j'ai acheté une ferme, j'ai commencé à préparer le potager, j'ai commencé à mettre des panneaux solaires, j'ai commencé à petit travailler un petit peu mon terrain autour, travailler avec mes amis, voir ceux qui étaient d'accord de vivre plus ou moins dans la même région que moi ou d'autres. Je me suis fait des nouveaux amis chez mes voisins, et puis on a commencé à travailler, ce qui ne m'empêche pas de descendre en ville très régulièrement, de prendre l'avion. Je ne suis pas ni technophobe, ni contre le progrès et le monde moderne. Moi, j'aime bien le monde moderne, il est super, sur plein de domaines. Mais dans le cas d'une crise énergétique, par exemple, ben, tu es plus autonome que les autres. Et on a pu le tester pendant le Covid, puisque en mars 2020, quand on nous a expliqué qu'il fallait rester chez soi, moi j'étais très content. Je me suis dit, chouette, on va passer quelques semaines, quelques mois à la maison avec les enfants, même si on ne doit pas aller faire des courses. Alors dans l'hypothèse que effectivement ce soit une épidémie dangereuse ou que les gens allaient mourir, ben, nous on pouvait rester à la maison, on avait de quoi manger. En plus, on a eu un temps fantastique cette année-là, c'était génial. Mais parce qu'il y a des gens comme vous qui justement profitaient de ce moment-là pour en faire un événement, un moment agréable. Il y a des gens qui en souffrent plus longtemps parce que il y a une espèce de paix sociale, alors que si on était tous confrontés à cette crise-là avec les mêmes moyens, avec les mêmes ressources, ils auraient dû réagir plus rapidement et libérer... C'est ça. Alors, c'est vrai que... Alors, agréable, c'est un grand mot parce qu'évidemment, la réalité, c'est qu'on s'est vite rendu compte qu'il n'y avait pas de crise, en fait. Ouais. C'était une crise politique, c'était pas une crise médicale. Parce qu'en fait, moi, j'ai eu le Covid tout de suite, hein, parmi les premiers, presque, sauf que je ne m'en suis pas rendu compte. J'ai vu les tests après. Mais je voyais bien que, comme on a gardé les supermarchés ouverts, les caissières des supermarchés, ils ne mourraient pas. Ils ne mourraient pas. Et donc, au bout de 2-3 semaines, je me suis dit, mais attends, c'est quoi cette maladie où il n'y a personne qui est malade? Tout le monde est chez soi, d'accord, mais les gens, ils sortent quand même. En plus, il y avait des trucs absurdes. Les personnes dangereuses étaient les personnes qui n'avaient pas le discours que le gouvernement voulait bien qu'on prononce. C'était les personnes dangereuses. Ça a été une sorte de mini-dictature pendant un certain temps. Au Canada, vous avez défrayé la chronique internationale avec les camionneurs. Mais en tout cas, il y a eu la saisie des comptes de banque, on pourrait y revenir, mais pour un survivaliste, ça doit être... se rendre indépendant de ça. Il faut se rendre indépendant, il faut avoir une porte de sortie, puis être en mesure de fonctionner si le gouvernement saisit notre compte de banque, parce que c'est arrivé à des frères et des sœurs ici. Mm-hmm. Donc, mais justement, le fait qu'il y ait plus de crises, on a vu la crise politique, pandémique, une crise énergétique, il peut y avoir d'autres pandémies. On a dit qu'il y en aurait peut-être des vraies à un moment donné. On voit que là, on tente de nous faire avaler une crise climatique.
Ça fait des bons Tu as remarqué, je parlais de pollution. Oui. Je ne parlais pas de climat. Non, effectivement, Parce qu'il y a des choses réelles. Oui. Quand on jette du cyanure ou du plomb dans une rivière, il y a une crise écologique. Effectivement. Mais ça veut pas dire... Et donc, c'est la faute de l'homme. Et c'est criminel. Et 100%. Et c'est 100%. Mais dire que on va avoir plus 1 degré dans un siècle et que c'est une crise terrible, moi je suis sûr qu'au Canada vous êtes content avec plus 1 degré. Moi je suis content dans mes montagnes froides suisses avec plus 1 degré. Si c'est vrai et si c'est vraiment dû à l'homme. Oui. Donc il y a beaucoup de conditions et surtout qu'on utilise ça pour dire on va vous taxer. Attends, moi je ne me la fais pas. Attends. Et vous allez faire quoi avec votre argent? Ah, vous achetez des limousines, des chaussures, des voyages. Nous allons créer des fonds. Nous allons créer des fonds verts. Mais justement, tout ça, cet environnement toxique là, qu'on nous amène, mais ça fait des bons candidats pour le survivalisme. Alors oui, maintenant, ce qu'il faut dire, c'est que lorsque j'explique que potentiellement il y a des crises, d'abord, je ne suis pas un prophète. Je parle de probabilité. Je ne suis pas en train de dire le 14 août 2032, il va se passer... Non, ce n'est pas du tout mon propos. C'est simplement de dire que nous vivons tous déjà aujourd'hui, tous les jours, pour certains, des crises individuelles, des crises personnelles. Il y a des accidents en plus qui s'ajoutent. Il y a des crises économiques. Il y a des crises naturelles. Il y a parfois des crises artificielles et créées par les politiques. Souvent parce qu'ils sont pas très malins, et qu'ils créent des conditions pour créer des catastrophes sans s'en rendre compte. Et puis, il y en a qui sont malveillants. On l'a vu qu'autour du Covid, il y a quand même des zones un peu... Alors, moi, je ne suis pas spécialiste, bien que j'ai écrit un livre sur les pandémies avant que ça arrive, hein, bien avant. J'ai quand même... Parfois, je me dis, soit ils sont très, très bêtes, soit ils sont très malveillants. Peut-être les deux. Et en tout cas, je n'ai pas très confiance dans les hommes politiques ou les femmes politiques. Je suis très méfiant. Ça, c'est mon côté d'origine italienne. En Italie, on se méfie depuis toujours de nos politiciens. Mais dès que le monde politique devient une machine à corrompre et à être corrompu, et une machine à ramasser de l'argent de la population qui travaille pour s'en mettre plein les poches, alors vous allez me dire, je suis naïf, ça a toujours été comme ça, mais... Dès que ça se devient trop grand, alors d'abord, ça crée de la destruction économique, ça crée du manque de productivité dans une économie, et surtout, ça déstabilise parce qu'on perd la confiance dans des gens qui sont censés nous représenter, ou peut-être avoir la possibilité de faire des projets qu'à l'individu, on a de la peine à faire tout seul. Et comme on ne leur fait plus confiance, on détruit encore plus la confiance dans une communauté, que ce soit un pays, une nation, une région, peu importe. Et donc, on crée les conditions de crise. Par ce manque de confiance, les gens ne se parlent plus, on finit par ne plus vouloir se parler, par ne plus avoir envie de participer à la vie de la société, etc. Et ça coûte cher. C'est un symptôme de la mort des civilisations, ça. Alors, c'est pas grave, les civilisations, elles meurent, mais elles renaissent différemment. Mais quand même, nous sommes dans une... Et je crois que beaucoup de gens le ressentent intuitivement dans leur tripes, dans leur ventre, que nous sommes à la fin d'une civilisation. Il se passe quelque chose en ce moment. Et ça, je l'ai ressenti à partir de 2003-2005, et ça m'a amené à ça, et au survivalisme. Et encore une fois, attention, je ne suis pas dans la cabane, dans la forêt. J'ai une vie normale. Mais si l'autonomie alimentaire apporte une meilleure qualité des aliments, si l'autonomie énergétique apporte une meilleure consommation de l'énergie, si l'autonomie personnelle, l'autonomie au niveau de sa santé permet que les vrais malades soient servis par l'État et que nous, avec nos petits bobos, on soit capable de se gérer. Mais tout ça a quand même un côté très positif pour le reste de la société parce que les ressources, l'énergie, l'autonomie que tu développes, justement, laisse plus de ressources aux autres. Donc, absolument, je veux dire, c'est un sentiment de fierté. Moi, je me rappelle de mon père qui était très fier des légumes qu'on pouvait récolter du jardin. Il y avait une fierté de les mettre sur la table et de les apprêter et de les manger, ces légumes. Il y a cette fierté-là, elle venait par ce miracle qui est produit par la terre. Et puis, donc,
rendre les gens fiers, rendre les gens audacieux, rendre les gens autonomes. Oui. Mais c'est très positif. Alors, le survivalisme peut apporter énormément de positivité dans la vie des gens. Oui, c'est tout à fait juste. Et c'est sans doute pour ça que dans les médias, on n'aime pas trop en parler de manière positive, parce qu'ils essaient toujours de nous dépeindre comme étant des gens qui ont des fusils. Oh là, c'est méchant, ça, les fusils. Bon, nous, en Suisse, on a une culture on est tous des citoyens soldats. Donc on a une culture très apaisée avec ça. Il n'y a jamais de problème, il n'y a jamais de shootings, il n'y a jamais de trucs comme ça. Mais en tout cas, ce travail nous amène une fierté. C'est juste cet exemple que tu donnes sur la nourriture. Moi, j'habite en montagne, donc je suis un peu décalé dans la saison. Mais là, tout le mois d'août, on a mangé, toute la famille, que des légumes du jardin. Du chou kale, des carottes, des pommes de terre, des tomates, tout qui est là. C'est super et c'est bon, oui. Ça a un goût qui est bien meilleur que ce qu'on a ailleurs. Quand on va prendre un légume, je me souviens l'autre jour des petits pois, on les écosse, 10 minutes après qu'on les ait cueillis, on les met dans la casserole, on les fait blanchir, bouillir. Avec un petit peu de beurre, c'est super bon. Et on est rassasié très vite. Oui, alors que ceux qu'on achète et on ne gaspille pas une ressource, un bien qu'on a produit soi-même. Exactement. On n'a pas le goût de le gaspiller. Oui, puis après, on travaille les restes, on les met dans le compost, on le réutilise. Les poulets, ils nous font de l'engrais. Bref, il y a un truc qu'on redécouvre et que faisaient nos grands-parents. Moi, je me souviens très bien, ma grand-mère, elle avait des lapins, elle avait des poulets, et de temps en temps, on allait tuer un lapin. Alors, ça se mange en Italie, les lapins. Et donc, il y avait ce monde, encore une fois, le monde de nos grands-parents, de nos arrière-grands-parents. Ils savaient que les crises arrivent, les guerres arrivent. Mais ils les ont vécues. Et oui. Et avec les moyens qu'ils avaient, et puis ils en ont souffert. Donc, il y a un apprentissage qu'on peut faire de ça. Donc, c'est pour ça que c'est important de pouvoir ici au Québec, vous avez ça dans le sang. Parce que vos ancêtres qui sont arrivés ici, je ne pense pas que c'était une vie facile. C'était dur. Non, c'était effectivement. Dur. Et c'est pas très loin de nous. Non. Mon père et mon grand-père ont connu la misère liée à cette façon de débroussailler le chemin et de pouvoir s'établir. Mais tantôt, on faisait référence à l'effondrement économique. Et tu as parlé de la crise financière, parlé aussi du fait du surendettement de nos nations, dont les États-Unis. C'est quoi les autres signes qu'on pourrait détecter pour savoir qu'il y a une crise qui s'en vient au niveau économique, il y a une crise financière, parce que l'élastique, à un moment donné, va péter. Oui. Et puis, je pense qu'ils ont rendu les chiffres incompréhensibles et on ne nous enseigne pas. Il y a beaucoup de signes qui sont individuellement peut-être pas significatifs, mais quand on les met les uns à côté des autres et qu'on connect the dots, on dit en anglais, quand on connecte les points et qu'on voit la trame qui se dessine, sont assez effrayants aujourd'hui. On a par exemple, alors on a parlé de la finance, on a parlé des politiques qui sont de moins en moins compétents, qui sont, je ne vais pas dire du mal des vôtres, mais on voit chez nous, on a des politiciens qui ils sont pas finis. Enfin, ils n'ont pas le cerveau qui fonctionne parfaitement sur tout. Et en plus, ils comprennent pas grand-chose de l'économie. On n'en voit pas les meilleurs. Bref. Et je comprends d'ailleurs que les meilleurs, ils n'aient pas envie de faire de la politique dans le monde. Ensuite, on a aussi un effondrement des valeurs. Vous avez parlé du mot valeur. Alors moi, je préfère parler d'éthique. Mais l'éthique, ensuite, produit de toute façon des valeurs qui sont plus ou moins traditionnelles, sans être coincé ou réactionnaire. Hein. Nous avons des valeurs qui ont fonctionné dans le passé. Alors ça peut être la famille, ça peut être l'éthique de travail, ça peut être l'honnêteté, ça peut être plein de choses qui font qu'on a une société qui se tient, qui crée de la responsabilité et aussi de l'entraide. Parce qu'il y a des gens qui échouent, et c'est ce qu'on appelait la charité à l'époque, on entraînait les gens, etc. Un peu par le socialisme qui pousse à ce que, quoi qu'on fasse, en gros on va être récupéré. Un peu parce qu'on peut profiter du système, etc. Je crois qu'on a perdu... Et puis le manque de religion aussi. Moi, je suis pas religieux, mais je constate que la religion, elle crée du lien.
elle crée des valeurs communes, elle crée de la cohérence dans une société, quelle qu'elle soit d'ailleurs. Je travaille dans des pays musulmans, là où il y a l'islam, dans les pays musulmans, il y a encore ça. Mais c'est parce que les gens respectent le même cursus, je veux dire, la même table de matière, des règles. Ce sont des règles de fonctionnement. Qui, à la fin, sont à peu près les mêmes partout dans le monde, parce qu'on respecte nos parents. Faire le bien, éviter le mal. Exactement. Et puis, on a aujourd'hui, en plus, cette dérive. Alors, celle-là, c'est pas une crise, c'est une crise voulue, c'est une crise qui est engineered, qui est créée, qui est cette crise qui est nihiliste, en réalité, qui est de la perte de la permissivité totale de tout. Et même la volonté, je crois, d'humilier les gens et de rendre tout équivalent. Ou finalement, aujourd'hui, si vous dites je suis un homme, je suis une femme, je suis un animal, je suis un boulon, enfin, peu importe, on doit respecter, on peut plus dire non, mais attends, soyons un peu raisonnables. Il n'y a pas de problème, tu fais ce comme tu veux, mais ne m'oblige pas à me soumettre à ton délire, éventuellement. Et ça pouvait être très marginal, voire psychiatrique il y a 50 ans. Aujourd'hui, on voit que ça a pignon sur rue. Je l'ai vu encore à Montréal. Vous êtes très en avance sur ce côté LGBTisme, wokisme, sur les campus universitaires. Dans les campus universitaires, il y a un professeur canadien que j'aime bien écouter ici. Bon, tout le monde connaît Jordan Peterson, mais il y a aussi Gad Saad ici je crois que c'est Concordia, qui a eu des problèmes parce qu'il s'est dit non, mais attendez, la réalité, c'est une réalité. Tout n'est pas équivalent. Si on dit le soleil se lève à l'est, il se lève à l'est. Alors certes, c'est de la sémantique. C'est un fait. Mais lui, il dit non. Les gens disent non. Il peut aussi se lever à l'ouest, si ça se trouve. Et moi, je peux être un homme qui a des règles. Ou je peux être une femme avec un pénis. Bon, au bout d'un moment, ça veut dire que les mots n'ont plus de sens. Et quand on en est au niveau de l'académique, au niveau de l'enseignement supérieur, alors heureusement, j'espère que ça ne touche pas les ingénieurs qui fabriquent des ponts, des avions. Quoique, on a vu que Boeing a des problèmes ces derniers temps. Ou que ça ne touche pas les chirurgiens, par exemple. Bon, certes, mais on ne vous empêchera pas d'étudier si vous renoncez à ça, mais on ne vous financera pas. Ouais. Et puis, on ne vous publiera plus. Et puis, on ne vous invitera plus. Ouais. Et donc, on va vous canceller. Exactement. Et ce phénomène-là fait en sorte que vous devez rentrer dans les rangs. C'est parce ça. Que... Et ensuite, on déboulonne les statuts, on réécrit votre histoire, et ensuite, on vous dit... vous devez être des soumis et des esclaves parce que vos ancêtres ont fait des choses qui sont mal. Enfin, au bout d'un moment, il n'y a pas de... On n'est plus dans la responsabilité individuelle, on est dans du vrai racisme. On est dans du vrai esclavagisme parce qu'on essentialise des gens sur des choses en plus farfelues du passé ou du présent. Et donc, on cherche une soumission. À mon avis, ça va exploser, ce système. Ça marche pas. Mais aujourd'hui, le résultat, c'est quoi? C'est que moi, si j'ai une entreprise et que je veux embaucher quelqu'un, et il me dit, j'ai fait des études universitaires, moi, j'ai pas envie de l'embaucher. Je dis, attends, je vais pas avoir quelqu'un qui m'amène des problèmes. Ou si, malheureusement, parce que je connais des gens très bien, j'ai travaillé en Afrique, il y a des gens tout à fait corrects qui travaillent bien en Afrique, mais aujourd'hui, si je vois quelqu'un qui vient chez moi et qui dit, voilà, je suis noir, je veux un travail, je vais pas lui dire non parce que je suis raciste. Je ne sais pas si son diplôme, il vaut le diplôme qu'il a parce qu'il a eu une discrimination positive et il a eu des points supplémentaires par rapport à un Chinois qui travaille peut-être très bien, mais cette personne qui est en l'occurrence africaine d'origine a reçu des points supplémentaires du fait de sa minorité. Ça se fait de plus en plus dans les universités, ça. Et donc, comment je fais à savoir en tant qu'employeur qu'il est vraiment au niveau du standard? Alors, si c'est pour faire du journalisme, on s'en fout. Mais si c'est un ingénieur qui doit fabriquer des ponts ou des chemins de fer qui fonctionnent, comment je fais à savoir? Et ça va me coûter cher de faire ce travail de sélection qui aurait dû être fait en amont. Encore une fois, je ne dis pas que... Je prends cet exemple parce qu'il est concret. Tout le monde, il y a des gens compétents partout, bien sûr. Mais on en arrive à avoir discrédité les arts, les sciences, la nature, comment dire, la justice, donc tout système légal. Tout est biaisé. Donc une société ne peut pas fonctionner. Et donc ça, c'est un symptôme. Un autre symptôme des effondrements et des crises, c'est les pannes. Alors c'est lié à ce que j'ai dit avant. Il va y avoir de plus en plus de pannes. D'une part, parce qu'on a mis de plus en plus de gens incompétents au poste. D'autre part, parce qu'on se socialise. Et moi, j'ai travaillé dans des ex-pays socialistes, en Pologne, en Union soviétique, et donc en ex-Union soviétique, en Russie, et les gens me racontent comment c'était à l'époque. Les gens de notre âge, mon âge en tout cas, ils ont connu comment ça fonctionnait en Union soviétique. Personne ne travaillait parce qu'on était payé pareil, qu'on travaille ou pas. Et voilà. Et donc, personne bosse. Donc, au bout d'un moment,
Le chemin de fer, si on le répare ou pas, ça n'a pas d'importance. Donc il y a des retards, donc ça ne marche pas. Peut-être même pire, il y a des accidents. Et donc, et s'il y a un accident, il n'y a pas de responsable, parce que moi, je n'étais pas là, j'étais en pause, lui c'est lui qui devait le faire. Ah non, c'est pas moi qui devais le faire. De toute façon, on est payé pareil, donc on s'en fiche. Et ça, donc les pannes, c'est une des conséquences d'un système qui se délite parce que plus personne n'a envie de travailler. Moi, je suis sûr qu'on a construit le Canada, le Québec, déjà parce que c'était dur, mais parce que les gens, ils ont travaillé plus que 8 heures par jour. Ils ont travaillé tout le temps. Et ils ont mis un effort. Et même quand c'était des salariés, ils ont travaillé. Parce que moi, j'ai connu, au début de ma carrière, il y avait encore cette culture. Il fallait travailler super dur parce qu'on avait des résultats et on était fiers des résultats. On était fiers de ce qu'on avait fait à la fin de la journée. Même pour des travaux manuels, des choses simples. J'ai commencé, avant de travailler dans l'informatique, dans des petits travaux très très simples quand j'étais étudiant. Et il y avait cette fierté d'avoir... Aujourd'hui, tous les managers, ils ont un tableau Excel, ils doivent suivre un système bureaucratique comme des fonctionnaires. Et à la fin, que ça réussisse ou pas, eux, ils sont mesurés en fonction d'avoir ils ont tiqué les cases dans leur formulaire, et que le client soit content ou pas, il n'y a pas de conséquence. Sauf qu'il y a une vraie conséquence, c'est la faillite. Oui. Parce que ça ne marche pas, et parce que les gens ne vont pas prendre des trains qui ont des accidents. Les gens ne vont pas monter dans un avion qui s'écrase. Les gens ne vont pas traverser la rivière si le pont n'est pas réparé, il s'écoule. On l'a vu aux États-Unis, Et ça, ce sont des symptômes de plus importants. Et puis, il y a la perte de toutes ces valeurs morales qui font que, moi, aujourd'hui, je n'ai pas envie de... Alors, on a eu de la chance en Suisse, on n'a pas eu ça dans la ville où j'habite, parce que c'est une ville internationale avec beaucoup de musulmans. Donc, je dois leur tirer mon chapeau et les remercier. Où, en fait, on a voulu enseigner à des enfants très jeunes des valeurs LGBT, etc., de trans, etc. Moi, j'ai pas de problème que chaque adulte, il fait ce qu'il veut dans sa vie privée. C'est pas mon problème. Mais dès qu'on commence à travailler sur les enfants, bon, là, il y a un gros problème. Eh bien, je dois reconnaître que ce sont surtout les musulmans qui sont venus en disant « On a vu le programme de l'année prochaine, c'est exclu. » Et donc, ils ont préféré pas voir leur école brûlée. Donc, ils ont arrêté le programme, en tout cas à Genève, en Suisse. Et donc, ça, c'est un symptôme de folie. Parce qu'encore une fois, chaque adulte fait ce qu'il veut, c'est pas un problème. Je suis plutôt, moi, assez libéral dans les mœurs et la culture. Je suis très tolérant. J'ai vécu, par exemple, à Castro, dans le quartier de Castro à San Francisco, lorsque je travaillais à San Francisco, et on s'est éclaté, etc. Alors, moi, je suis hétéro, mais il n'y a pas de problème. Je vivais entouré de lesbiennes, d'homosexuels, et c'était super sympa le soir. Mais personne allait dire « Je veux enseigner à tes enfants ce que c'est que d'être trans ». Alors, à l'adolescence, on peut en discuter, mais pas à 5 ans, pas à 10 ans. Ça n'a pas de sens, c'est débile en plus. Et il peut y avoir l'effet inverse qui vient. Bref, ça, ce sont des symptômes de la folie d'un système qui part en vrille, qui est plus tenu, et où chaque petit groupe de lobbying, machin, il essaye d'obtenir le plus d'avantages, le plus d'argent. Un système qui s'en va dans le mur. Ça va dans le mur. Donc, il vaut mieux se préparer. C'est ça que j'essaie de dire. Il vaut mieux se préparer. Et je crois modestement que dans mes livres, j'essaie d'apporter des méthodes qui sont cohérentes. C'est pas paranoïaque, c'est pas excessif. Ce sont des méthodes qu'on peut faire les pieds sur terre et qu'on peut faire progressivement. C'est pas un changement radical de vie. Encore une fois, je dis pas aller vivre dans la forêt dans une cabane. Vous pouvez faire ça en plus et à côté de votre vie normale. Et petit à petit, vous changez. Mais justement, quand on pense à ça, à devenir plus indépendant ou plus en contrôle de ses moyens, ça serait quoi les compétences qui sont pratiques, pratico-pratiques, qu'un bon survivaliste devrait développer? Il y a beaucoup de compétences, mais je dirais que si on résume sur la substantifique moelle, sur le petit commun dénominateur, je pense qu'il faut avoir... Alors c'est paradoxal ce que je vais dire. Et les gens qui sont assez intelligents, ils comprennent, mais... Faites l'effort pour ceux qui sont un peu montés. Mais en gros, je plaisante, mais en gros, il faut avoir de la flexibilité mentale et en même temps de la rigidité. OK. Donc de la détermination. Mais il faut être flexible. Il faut être souple parfois dans les choses. Si ça ne marche pas, on recommence, on trouve un autre moyen. Mais en même temps, il faut être rigide. Il faut se maintenir. Voilà, je vais réussir à faire ce truc, mais je vais trouver des moyens différents de le faire. Il y a des choses qu'on accepte des gens. Enfin, il y a des choses qu'on n'acceptera pas des gens. Mais on peut être sympa avec les gens, même si on n'accepte pas certaines choses. On peut avoir cette flexibilité dans les rapports aussi humains.
Moi, j'aime bien le vivre et laisser vivre. Mais en revanche, il y a des choses, il y a des limites au-delà desquelles, chez moi, il ne faut pas venir. Mais chez les autres, ok. Donc je serais un très mauvais ayatollah ou chef religieux parce que je suis trop flexible, je suis trop permissif. Mais en revanche, voilà, je le fais même dans l'éducation de mes enfants. Ils pourraient le témoigner s'ils étaient là. Je leur dis toujours la chose la plus... Alors, c'est pas tout à fait comme ça que je le dirais. La chose la plus importante dans la vie, c'est la nécessité, évidemment. Mais après ça, la chose la plus importante, c'est de réfléchir par soi-même. Et je dis, il y a une seule chose. Souvenez-vous d'un seul truc de moi. Réfléchir par soi-même. Parce que ça vous permet de remettre en question tout ce qu'on vous dit, y compris ce que moi je vous dis. De remettre en question les informations, la réalité, et surtout maintenant dans un monde avec les images et les films dont on ne peut plus faire confiance maintenant, avec l'intelligence artificielle, elle nous crée, en tout cas ce sont avec les outils audiovisuels d'aujourd'hui, toutes les images qu'on nous montre, tous les films qu'on nous montre, toutes les audios qu'on nous montre, il faut se méfier. Est-ce que c'est vrai ? Oui. On rentre dans un monde très difficile pour les jeunes. Nous, on savait à peu près que... quand on voyait les images d'Apollo 11 sur la Lune, on se disait, c'est vrai. Peut-être pas, on ne sait pas. Mais en tout cas, quand on voyait un politicien parler, c'était lui. Aujourd'hui, on ne sait pas. Est-ce que c'est un sosie ? Est-ce que les images sont fausses ? Est-ce que c'est... faut se méfier. Donc réfléchir par soi-même, c'est beaucoup plus difficile aujourd'hui. Moi, de ce côté-là, je plains les jeunes. Ils ont beaucoup plus de difficultés que ma génération. Les enfants qui ont 15 à 20 ans aujourd'hui, ils ont un monde beaucoup plus difficile que le mien. Mais bon, il va falloir les armer d'armes intellectuelles. Mais justement, on fait quoi avec c'est ce qu'on fait. Un jeune de 15 ans? C'est ce qu'on fait. On commence par quoi avec lui? On y apprend à... réfléchir par soi-même, ça c'est une première chose. Ensuite, moi par exemple, j'ai jamais dit à mes enfants, c'est comme ça. Je leur ai toujours posé des questions, qu'est-ce que tu en penses ? Alors j'oriente un peu, évidemment. Je lui dis, mais pourquoi tu penses ? Est-ce que tu penses que c'est... On en parlait dans la voiture en venant ici. Une fois, ma grande fille, elle est venue, elle me disait, tu sais, tous les humains sont égaux. Je dis, comment ça, ils sont égaux ? Comment tu définis un humain ? Un humain, c'est quelqu'un... Et je lui dis, mais là, ce que tu viens de décrire, c'est tous les animaux vertébrés mammifères. Donc, est-ce que tu peux être plus précise ? Voilà, on est tous pareils. C'est-à-dire, on est tous pareils. On réfléchit tous de la même manière ? Non. On est tous de la même intelligence. On court tous à la même vitesse. On est tous capables de grimper et de courir. Moi, je suis bon pour certains sports, mais moins bon dans d'autres. Mm-hmm. Non, on n'est pas pareil. On n'est pas pareil. On n'est pas pareil. D'accord. Donc, on n'est pas égaux. Mais si, on a les mêmes droits, etc. Tu nous parles de droits, donc là, c'est légal. Comment on fait les droits ? Est-ce que les droits, c'est quelque chose qui est naturel ou c'est quelque chose qui est décidé par quelqu'un ? Ça doit être épuisant. Ça doit être épuisant d'être mon enfant. Oui, c'est ça. Mais à la fin, de toute façon, ils vont faire ce qu'ils veulent, les enfants. Oui. Et donc, enfin, ils ont appris, je crois, à ne pas juste croire les choses, mais de réfléchir par eux-mêmes. Encore une fois, on revient à ça. De travailler sur les informations et l'expérience que l'on voit avec ses propres yeux et qu'on expérimente soi-même, comme dans la méthode scientifique finalement, et de ne pas se laisser avoir, parce que c'est ça l'idée, de ne pas se laisser avoir à se faire embobiner par le beau discours d'une entreprise commerciale aussi, d'un politicien, pourquoi pas, d'une idéologie religieuse ou pas religieuse, de toute façon c'est toujours religieux, mais de réfléchir et de ne pas se faire avoir. Alors, malheureusement, je ne suis pas sûr que ça les rend plus heureux. Parce que parfois, il vaut mieux d'être... Et c'est ça la triste réalité. Beaucoup de gens préfèrent être des esclaves dociles, soumis, mais pas avoir besoin de réfléchir que des gens libres. C'est pour ça que je dis la liberté, c'est pas faire ce qu'on veut. Quand on est conscient qu'on a plus que d'autres, ça l'amène une responsabilité également. Bien sûr. On ne peut pas garder tout pour soi. Et aussi. Puis... Mais ça, c'est ce qui était beau dans cette philosophie, c'est pas une philosophie, dans cette pratique du libéralisme du 19e siècle. Parce que les gens disent toujours, on vit dans une société capitaliste. Moi, j'aimerais bien qu'on me montre le libéralisme aujourd'hui, enfin le libéralisme classique. Je sais qu'en Amérique du Nord, liberal, ça ne veut pas dire la même chose qu'en Europe, mais c'est plutôt l'inverse. Mais en réalité, il y avait des gens qui avaient gagné beaucoup d'argent, les Carnegie à Pittsburgh ou... tous ces gens qui sont un peu mal vus par l'histoire aujourd'hui, mais néanmoins, ils ont redistribué une très grande partie de leur fortune pour les universités, les écoles, les hôpitaux. Et ça se faisait en Europe. On a aussi, quand on regarde en France ou en tout cas en Italie, on avait des rois. Le roi de Naples, par exemple, il finançait un hôpital
gigantesque dans la ville, qui était très avancé pour l'époque, et qui devait lui coûter très cher. Hein. C'est très très grand. Je crois qu'en France aussi, à Paris, il y a l'hôpital, je crois que c'est pas les Invalides, c'est un autre hôpital qui existait avant. C'était financé par les rois. C'était pas cruel, c'était pas des despotes. Un petit peu sur certains domaines, mais sur d'autres, il y avait cette volonté de la charité, qui était peut-être un petit peu religieuse, un petit peu, on le voit dans les pays musulmans, je le vois aussi. Il y a cette obligation de donner de l'argent pour les pauvres, par exemple, qui est une obligation morale. Il n'y a pas la police qui vient vous... Depuis le XXe siècle, on a inventé la redistribution obligatoire par l'impôt, ce qui permet la corruption, ce qui permet finalement de prendre une grande partie de l'impôt et de se le mettre dans la poche ou de le distribuer à des amis. Ça se voit partout dans tous les pays, y compris chez moi en Suisse. Donc ça ne durera pas. Ça ne durera pas, puis ça crée pas le bonheur chez les gens que d'être... Ça déresponsabilise, oui, c'est terrible. Ça. Effectivement, mais est-ce que quand les gens débutent tes lectures, quand ils commencent à s'approprier ton contenu et puis à trouver ça intéressant, c'est quoi qu'ils demandent par la suite? Vers quoi ils veulent aller? Est-ce qu'ils mettent en action ce qu'ils prennent, ce qu'ils lisent, ou ça demeure du divertissement pour eux? C'est une bonne question parce que, de fait, beaucoup de gens s'intéressent à la problématique, souvent par peur. Ils se rendent bien compte qu'on va dans le mur. Ils se rendent bien compte qu'on est dans un monde difficile et qui risque d'être de plus en plus difficile, et ils ont peur de cette violence économique, cette violence même physique qu'ils ressentent arriver. Il y en a d'autres qui s'intéressent à ça parce qu'ils ont envie de se faire peur. Ils ont envie de jouer avec, comme on va voir un film de zombies, pour se divertir. Ils sont au divertissement. Donc il y a ça. Il y a du entertainment, c'est certain. C'est pour ça que j'ai mis en place, en plus de ma chaîne YouTube, etc., j'ai finalement déplacé une partie des gens qui me lisent. Beaucoup de gens agissent, bien sûr. Et une partie de mes lecteurs et une partie des gens qui, je crois, agissent, ils viennent sur mon Patreon. Donc, ils payent un petit peu et on a un rapport de discussion beaucoup plus intense et avec moins de bêtises, de trolls, de trucs. Donc, ça, c'est vraiment intéressant. Et comment s'appelle cette chaîne sur Patreon? C'est Patreon, c'est Piero San Giorgio. OK. Pareil. OK. Et là, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que, de manière très égoïste, moi, j'apprends beaucoup des gens qui lisent et qui appliquent. Mais c'est un feedback quand même intéressant. Oui, parce que eux, ils le font d'une autre manière que moi. OK. Parce qu'ils sont différents, ce sont des individus différents, ils sont dans des environnements différents, ils ont des situations familiales, monétaires, financières différentes. Il y a des très riches, des très pauvres, des gens avec des grandes familles, des petites familles, des gens tout seuls. Des gens en France, en Suisse, au Canada, il y en a ici, hein, et dans d'autres pays. Et donc, j'apprends beaucoup de comment ils font. Et on apprend tous de nos erreurs, parce qu'on apprend plus des erreurs que des réussites. On apprend aussi un petit peu des réussites. Donc ça, c'est très intéressant. Alors, quelle est la proportion? C'est toujours difficile à dire, puisque, en plus, il y a des versions pirates de mes livres qui circulent. Donc, je ne sais pas combien de gens les ont lus, mais le premier livre, on a bien dû faire... Aujourd'hui, on doit être à plus de 300 000 exemplaires, ce qui est beaucoup pour un livre dans ce domaine-là. Dans les autres langues, franchement, j'ai aucune idée combien on en a vendu aux États-Unis, en anglais, ou en Russie, ou en Italie, je ne sais pas. Ils ne me disent pas toujours combien ils vendent. Okay. C'est un peu flou. Le monde de l'édition peut être un peu flou. En France, c'est parfait. Je tiens à le dire, mon éditeur, s'il m'écoute, chapeau. Parce que ce n'est pas toujours comme ça. Bref, l'important, c'est que les gens acquièrent l'information, se cultivent, se réfléchissent par eux-mêmes. Et il y a beaucoup de gens qui agissent. Il m'arrive de faire un peu de consulting chez des gens qui ont un peu d'argent et qui me montrent un petit peu ce qu'ils font, ils me posent des questions. Souvent, les problèmes sont psychologiques plus que matériels en réalité. Je vais prendre quelques exemples. Tu imagines quelqu'un qui se dit « Ouh là là, en temps de crise, je préfère aller vivre dans une maison de campagne qui est peut-être ma maison secondaire, dans laquelle j'ai fait comme ce que j'ai fait chez moi. Voilà, j'ai mis un peu de réserve, j'ai un petit potager, je travaille un petit peu. » C'est ce qu'on a fait, nous, pendant la pandémie. Exactement. Les Québécois se sont appropriés toutes les maisons de campagne disponibles. Absolument. On fuit la ville. Exact. Ils ont raison.
Alors, ça défait ça défait le courant de pensée qui dit qu'on a besoin de toujours se regrouper et puis tout ça. Les gens voulaient quand même avoir C'était une crise de quelques mois, c'était pas une crise de plusieurs années. C'est Donc vrai. c'est sûr qu'on a... Et puis les supermarchés étaient ouverts et on a frôlé la crise on a frôlé la rupture des chaînes d'approvisionnement. Ils ont tenté de... En tout cas... On l'a frôlé. On l'a frôlé, oui, c'est vrai. Mais c'est vrai que dans certains domaines, les pièces détachées... Je me souviens que dans les vélos, c'était impossible de trouver des trucs pour le vélo. Mais on a eu des problèmes de pneus. Je ne sais pas, vous, au Canada, en Europe, il y a eu les pénuries de pneus. Les petits chips électroniques. C'est ça. On a fait des lave-linges, des laveuses pour avoir des chips électroniques pour pouvoir les mettre dans les voitures. Donc, etc. il y a eu ça. Et donc, les compétences qu'on va développer, moi, je crois beaucoup dans la nécessité du lien social, de travailler avec nos voisins, d'avoir des bons rapports et de l'entraide. Ensuite, les compétences, ça peut aller dans des choses très, très simples. Est-ce qu'on sait réparer notre plomberie et notre électricité soi-même ? Est-ce qu'on a le droit, d'ailleurs, l'électricité ? Oui, parce que, voilà. Puis, juste d'aller se présenter à ses voisins et de communiquer notre numéro de portable. Oui. Moi, je l'ai fait par mesure de précaution pour ces personnes. Bien sûr. Et puis, ils m'ont dit, mais c'est la première fois que quelqu'un fait ça. Mais j'ai dit, oui, mais vous pouvez être en danger un jour, vous pouvez avoir besoin. Et j'ai resté surpris quand ces personnes m'ont dit, mais c'est la première fois que quelqu'un ose me donner son numéro. Et moi, j'ai dit, vous m'appelez n'importe quand si vous avez besoin. Et je voyais que ça ne faisait pas partie d'un rituel pour ces gens et que je venais peut-être choquer quelque chose même. Ils étaient heureux, mais peut-être pour eux, ça les a choqués dans le sens que ça les a surpris d'avoir le numéro de téléphone de quelqu'un. Donc, moi, j'ai trouvé ça normal. Oui. Mais donc voilà, on revient à ce que je disais tout à l'heure, c'est paradoxal, on a besoin de l'entraide avec les autres, mais aussi d'être capable de tenir seul. On peut avoir besoin d'être... Voilà, on peut être conservateur économique et politique, mais très ouvert socialement et humainement avec ses voisins. Donc on retrouve un petit peu une grande partie de ce que faisaient nos grands-parents et nos ancêtres. Et tout en ne pas rejetant le monde moderne. Donc je ne sais plus où on était par rapport à la question, mais c'est certainement, je vois chez les gens qui lisent mes livres... des gens qui beaucoup viennent me remercier. Ça fait évidemment très plaisir en tant qu'auteur quand les gens disent j'ai beaucoup aimé votre livre, ça c'est bien, mais qui surtout disent j'ai mis en application pas mal des choses que vous avez dites. Et ce qui me fait encore plus plaisir, c'est les gens qui disent et j'ai trouvé des trucs où vous vous trompez, on peut faire mieux. Okay. Et ça j'adore parce que là je dis alors dis-les-moi que j'apprenne. Et donc il y a des gens qui, par exemple sur les panneaux solaires. Ça, c'est un truc où les panneaux solaires, il y a donc une quinzaine d'années, c'était très, très à la mode pour générer son électricité, etc. Et c'est vrai, ça fonctionne. Mais je suis à la montagne, il y a la neige 6 mois par an. Finalement, c'est pas très efficient. C'est bien, mais j'ai fait du overkill, j'ai fait trop. Parce qu'en fond, j'ai pas besoin d'autant d'électricité. Et ça, je m'en suis rendu compte après. Que j'ai dépensé beaucoup trop d'argent pour des panneaux solaires et un système de batterie pour être autonome sur l'électricité si nécessaire, alors qu'en fait, j'utilise peu d'électricité. Et en cas de crise, quelques ampoules, quelques systèmes électriques très rudimentaires n'ont jamais besoin d'autant de panneaux. Alors, c'est pas grave, je suis allé voir mon voisin, on a tiré un câble et on est capable, en cas de problème, d'alimenter aussi la maison de mon voisin avec ma batterie. OK, wow. Mais... Voilà, donc quelque part, d'un point de vue rationnel, c'est un échec parce que j'ai trop dépensé. J'aurais pu économiser cet argent et faire autre chose. Et ça, c'est un feedback que j'ai eu de gens qui sont dans l'électricité. D'ailleurs, sur mon site pierrot.com, on a mis pas mal des expériences et des réussites ou des échecs de certaines personnes sous forme de formation. Alors, la plupart sont gratuites, c'est pour ça que je me permets de faire la pub. Donc, si vous allez sur pierrot.com, vous allez trouver des formations sur comment vous gérez votre électricité, comment vous gérez votre plomberie, qui sont faites par des gens qui sont des professionnels et qui ont eu dans leur maison des avantages ou des coûts. Par exemple, comment on protège les... Alors, peut-être qu'au Québec, vous savez tous faire ça. Donc, excusez-moi si je dis quelque chose d'idiot, mais par exemple, comment vous gérez une fenêtre qui est cassée
et il n'y a pas de remplacement possible, parce qu'il n'y a personne qui peut venir, etc. On ne sait pas tous faire ça. Donc comment vous prévoyez du bois pour le mettre sur la fenêtre, etc. Alors ça, c'est une formation, je crois qu'elle est gratuite, parce que ça paraît, pour ceux qui savent faire, ça paraît simple, mais il y a plein de gens, surtout dans les villes. Alors dans les villes, c'est pas parce que le carreau se casse, mais peut-être qu'il y a une manifestation où ils cassent les carreaux. On a vu avec les Black Lives Matter, machin, aux États-Unis il y a 4 ans. Peut-être qu'ils passent dans votre quartier, ils cassent tous vos carreaux. Et il n'y a personne qui vient pour réparer et c'est en plein hiver, il fait froid. Est-ce que vous avez prévu dans votre garage du bois qui est dans la bonne dimension que votre fenêtre? Est-ce que vous savez le mettre et pas le mettre n'importe comment pour isoler au moins temporairement votre fenêtre? Parce que sinon, vous allez avoir la température extérieure à l'intérieur. Et tout votre système de chauffage, il ne marchera plus. Donc, il y a des petites choses comme ça. Donc, j'encourage les gens à aller voir les formations. Il y en a plein. Et elles sont sympas. Et donc, c'est grâce à ce feedback qu'on apprend de plus en plus. On a parlé tantôt de la crise climatique, là, ils veulent nous faire peur avec ça, d'une façon incroyable. Et c'est bizarre, parce qu'ils ne nous donnent pas de trucs. Ils ne nous donnent pas nous encouragent pas à aller dans le positivisme. Ils veulent tout simplement nous arnaquer et puis ils veulent nous condamner pour des gestes qu'on pose. Et puis, ils veulent finalement, ils veulent taxer. On s'en aperçoit. Est-ce que ça sert justement à provoquer plus de gens qui veulent aller vers le survivalisme ou ça fige les gens tout simplement et puis ça les condamne encore plus que ce qu'ils... Sans doute qu'une partie Alors, je viens de sortir un livre qui s'appelle « Survivre à la peur », mais qui est en fait un livre sur la gestion des émotions, notamment les émotions de peur et d'angoisse. Et susciter la peur et l'angoisse comme les médias le font, comme les politiciens le font, de manière incessante, notamment, mais pas que sur ce thème-là, mais notamment dans le thème du réchauffement climatique. En plus, en nous culpabilisant, en disant c'est parce que tu as une paille en plastique que le monde va changer, tu manges de la viande, on va avoir... D'ailleurs, je plains ces pauvres habitants des îles du Pacifique, ça fait depuis 2010 qu'ils sont sous l'eau. Pourtant, les îles sont toujours là. Et le Groenland, il ne devrait plus y avoir de glaciers. Je passais dessus en venant ici, ils sont toujours là, les glaciers. Donc, les banques et les compagnies d'assurance continuent de financer et d'assurer les grandes tours qui se dressent en Floride sur les côtes. Exactement. Je veux dire, donc, ils devraient être les premiers à se retirer. Et tous ces gens qui ont des grandes maisons, tous ces politiciens comme Obama et Al Gore qui ont des maisons au bord de la mer et des jets privés. Et voilà, donc on voit bien qu'eux autres même croient pas leur discours. Donc la probabilité que ce soit d'un point de vue logique, la probabilité que ce soit une escroquerie, elle est très très grande. D'un point de vue scientifique, le problème là aussi, on en revient à ce que je disais tout à l'heure, est-ce que je peux encore faire confiance à des scientifiques? Parce que je ne crois pas que ce sont des scientifiques quand on arrive à des résultats qui sont là pour plaire à ceux qui ont payé et financé mon salaire. Un scientifique, il est capable de dire, j'ai une méthode, je l'ai testée, je peux l'invalider, j'ai les conditions d'invalidation, et peu importe qui me paye, je vais vous donner les résultats. Or là, comme par hasard, tous les scientifiques, entre guillemets maintenant, je suis obligé de le mettre entre guillemets officiels, GIEC, etc., ils ont tendance à aller dans le sens de ce que veulent les politiques, et tous ceux qui ont... Alors, je ne suis pas à même de juger de leur méthode, et je ne suis pas capable, parce que je n'ai pas la compétence technique pour le savoir, mais en tout cas, je remarque que ceux qui ont des conclusions erronées, ils sont cancelled, censurés, éliminés du débat, etc., pour pouvoir dire on a un consensus. Moi, la dernière fois que j'ai étudié l'histoire du monde, c'est pas celui qui a un consensus qui a raison, c'est celui qui a raison qui a raison. C'est que le consensus, c'était que la Terre était le centre de l'univers, que le Soleil tournait autour et qu'on faisait des saignées pour soigner les gens. Et ça, c'était le consensus scientifique. Le consensus scientifique, c'était qu'il fallait donner du poison dans les années 50
aux femmes enceintes pour les aider. J'ai oublié le nom, donc c'est un mauvais exemple. Mais le consensus scientifique, c'est que le vaccin contre le Covid, ça marchait super bien. Oui, mais ça limitait les formes graves. Oui, mais c'était pas dangereux. Ouais, pas très dangereux. Oui, bon, c'est un peu dangereux. C'est surtout bon si tu n'attrapais voilà. pas le Covid. Donc, c'est surtout bon si tu ne l'attrapais pas. Voilà. Donc à la fin, est-ce qu'on peut encore avoir confiance dans la science? Et c'est grave, parce que toute la civilisation, en tout cas la civilisation occidentale, mais en fait les civilisations chinoises et indiennes et japonaises aussi, elles sont basées sur la vérité, sur ce qui est vrai. Parce que si on ne sait pas ce qui est vrai, on fait n'importe quoi et on va se tromper et on va finir par avoir des accidents. Et on en revient à ces signaux qu'on a. Et le fondamental et je dois dire, encore une fois, je ne suis pas religieux, mais il y a quelque chose d'extraordinaire dans le monde chrétien. C'est qu'il a fini par, que ce soit protestant ou catholique, on finit par valoriser, et c'est peut-être son autodestruction, mais il valide la méthode scientifique, il valide la recherche du vrai. Et on en revient à la philosophie grecque, qui est à la base de la culture et de la civilisation occidentale. On va chercher le beau et le vrai et le bien comme étant des piliers. C'est Saint-Augustin qui a validé ça, mais c'est un peu des piliers de notre âme. Alors, c'est génial cette approche, mais quand on ne peut plus y faire confiance, alors on fait quoi? Si on me dit, lorsque mon médecin me dit non, mais tu devrais te faire vacciner parce que ça marche, et moi je sais que ça ne marche pas pour des raisons logiques, je ne suis pas médecin, mais je sais plus que lui. Mais alors, quand il me dit que je dois prendre autre chose ou qu'il me conseille tel traitement si j'ai un problème ici ou là, comment je fais savoir que là aussi il ne se trompe pas? C'est un vrai problème de société quand on ne peut plus faire confiance. C'est pas que je pense que mon médecin c'est une jeune femme très sympathique, mais je pense que c'est quelqu'un d'honnête. Mais elle s'est laissée embobiner. Je pense pas qu'elle le fait pour l'argent, mais peut-être aussi un peu. Mais elle s'est laissée embobiner. Donc comment je fais quand on peut plus faire confiance? Alors, on était avant dans les juges, les universités, les médecins, les politiciens. Quand on peut plus faire confiance à soi-même, à la fin on est obligé de reconstruire son monde autour de soi, et c'est beaucoup plus difficile. Donc c'est beaucoup moins efficace. Mais malheureusement, c'est la seule solution tant qu'on n'a pas clarifié ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas. Et donc, on est obligé de revenir à réfléchir par soi-même et de se retrouver avec les informations qu'on peut glaner. Mais justement, tu parlais de ce médecin qui est super gentil, puis fort probablement qu'il n'agit pas comme ça pour l'argent, etc. Mais peut-être qu'elle agit comme ça pour avoir la paix, parce que c'est moins coûteux en termes d'énergie que d'affronter la gang de pédaleurs à côté d'elle, oui, mais qui l'incite à répéter ce que les autres veulent bien. C'est ça. En tout la cas, doxa, peut-être que c'est une façon pour elle peut-être qu'elle manque de courage. Et là, c'est un exemple gentil que je prends, parce qu'il y a des exemples plus méchants. J'ai des gens qui sont des lecteurs de mes livres, qui sont pédiatres. Je ne dirais pas le pays, mais voilà. Et eux, ils disent, nous, on est absolument persuadés que, c'est pas nécessaire et que c'est dangereux. On parle de la procédure médicale qu'on a appelée vaccin, qui n'est pas du tout un vaccin, évidemment. Et ils disent, nous, les gens viennent en disant, est-ce que je dois faire cette procédure? Est-ce que je dois piquer mes enfants? Mais il y a encore des gens sérieux qui se posent... Non, plus maintenant. Mais c'est ça. Donc... Mais je parle d'année il y a 2 ans. Oui. Il y a 2 ans, donc 2022. Et il me disait, moi, je n'ai pas le droit de leur dire non. Si je dis non, je suis rayé de la médecine et je ne peux plus être médiateur et je ne gagne plus d'argent. Donc, c'est pour ça que les consensus sont possibles, parce qu'on a rayé ceux qui pensaient pas. Donc là, il y a c'est pas mon sujet, mais il y a une immense machination et escroquerie derrière cette histoire-là. Mais voilà, comme pour le climat, comme pour tout le reste, comme pour la guerre qu'on nous fait faire en Ukraine aujourd'hui, qui est absolument stupide et qui est criminel pour par le survivalisme, quand même, tu formes des gens ou tu appelles des gens à devenir plus autonomes, à penser par eux autres mêmes, à réfléchir, à remettre en question, à demander des preuves, à se questionner, à se permettre... À se permettre, mais ça... C'est pour ça que les médias m'adorent. Et c'est pour ça que c'est universel. Oui, parce que ça touche tout le monde. Ouais. Et puis, peut-être la grande richesse
se trouve là, finalement. Peut-être que la grande richesse est plus facile à atteindre justement en adoptant un mode de vie survivaliste au lieu de parler de survie. Je vais parler plus de vie, mais un mode de vie survivaliste. Peut-être que... C'est ça. Peut-être que c'est le mode de vie, parce que la toute première question, quand tu me posais qui tu es, je n'ai pas dit je suis survivaliste. J'ai dit je suis un écrivain, je suis un citoyen suisse, je suis un père de famille. Et j'ai aussi un mode de vie survivaliste, mais j'ai aussi peut-être un métier, je suis aussi... parfois, j'ai un petit peu d'argent, je l'investis. On peut être beaucoup de choses dans la vie, mais certainement, cette quête vers l'indépendance et donc vers la liberté nous vaccine, pour le coup, si je peux faire ce jeu de mots, contre les mensonges, contre les escroqueries, contre... de notre époque, mais aussi de toutes les autres époques. Je dis pas, chaque époque a ses escroqueries, chaque époque. Parfois, les gens, parce que j'ai des gens de tout bord qui m'écoutent, et des gens qui disent oui, mais tu penses pas que la solution c'est la nation, le nationalisme, etc. J'aurais pu penser ça il y a quelques années, mais l'histoire nous montre qu'on nous a, et vous au Canada, vous en avez souffert bêtement aussi, comme les autres, mais on vous a envoyé mourir, on va envoyer mourir vos jeunes en Europe 2 fois. 14-18, 39-45. Est-ce que c'était votre business? Moi, je ne crois pas, aujourd'hui, avec du recul. Alors, bien sûr, on salue l'héroïsme de nos grands-pères qui ont... Mais en réalité, ce n'était pas leur business, et 2, ils sont morts pour qui et pourquoi? Oui. Vraiment. Surtout, moi, je suis très sensible à 14-18, parce que c'était vraiment une guerre inutile, mais vraiment très, très inutile. Et les Canadiens sont allés à Ypres, à Passchendaele, à Gallipoli. Pourquoi? Et je me souviens très bien d'avoir vu les cimetières à Dieppe, en Normandie. Pourquoi, en fait? Tous ces jeunes qui avaient une vie ici, en Ontario, au Québec, voilà, des fiancés, ils sont allés mourir. Pourquoi, en fait? Et ça, c'était le nationalisme. Il fallait défendre la nation, l'empire, la reine, le roi, à l'époque. Et en fait, on se faisait couillonner aussi à l'époque, comme on se fait couillonner aujourd'hui. Donc, en fait... autant j'ai beaucoup d'amour. Et c'était la part de l'envahissement, de se faire envahir par l'ennemi, ou s'il y avait cette... Bien sûr! On gérait par la peur, parce que... On se faisait avoir d'une autre manière. Oui. Donc il faut... J'ai beaucoup d'amour et de respect pour nos ancêtres, mais eux aussi se sont fait avoir. Donc on doit travailler sur nous, on va faire ce qu'on fait. D'abord, on fait ce qu'on peut, mais on doit essayer toujours vraiment de réfléchir pour ne pas tomber dans les mêmes problèmes ou dans les mêmes arnaques, ou dans des nouvelles arnaques. Et aujourd'hui, l'arnaque, c'est peut-être voilà, on nous explique qu'il faut aller mourir pour l'Ukraine. En tout cas, pour l'instant, on paye des impôts pour l'Ukraine, mais ce sont des Ukrainiens qui meurent bientôt par millions. Pourquoi, en fait? Pour qui? Pour quels avantages? Qui s'en met plein les poches? Moi, je ne vais pas mourir pour l'Ukraine, et pour personne, parce que je n'ai pas confiance dans ces gens qui nous emmènent dans ces trucs. Vous avez la chance ici d'avoir un multiculturalisme qui pour l'instant, je trouve... Alors les gens d'ici me disent « Mais non, c'est pas vrai ». Moi je dis « Mais si, j'ai l'impression que ça se marche ici. C'est comme en Suisse, ça fonctionne. » Mais c'est des exceptions. En France, c'est la catastrophe. En Angleterre, ils sont en train de se tuer dans les rues maintenant. Depuis des années, il y a des émeutes tous les ans, etc. Il y a une catastrophe qui est en train de se mettre en place parce qu'on nous a eus par la gentillesse, par l'accueil, par... Mais nous en sommes là, au Canada. Vous allez... j'espère que vous n'allez pas arriver au niveau de l'Angleterre ou de... Angleterre qui est en ruine aujourd'hui. Avant-hier, j'écoutais la Royal Navy qui a dominé les océans pendant 3 siècles et demi. Ils n'ont même plus un seul sous-marin qui est en état de fonctionner aujourd'hui, en 2024. Pas un. Il manque d'équipage, ils ne savent plus réparer, ils n'ont plus les compétences. Discrimination positive, il n'y a plus personne qui sait faire les trucs parce qu'ils ont été là, parce qu'ils ont... et voilà. Voilà. Et à la fin, il n'y a plus rien qui fonctionne. Mais pourtant, ils donnent 150 milliards par an. L'année dernière, ils ont donné 150 milliards à l'Ukraine. Mais il va y avoir un chaos dans ce pays qui va s'effondrer et qui, pour moi, c'est un des pays les plus dangereux du monde, le Royaume-Uni. Et suivi par la France, peut-être les États-Unis, la Belgique, etc. Mais
Comment on a les yeux, c'est eyes wide shut, comment on peut avoir les yeux aussi éteints, le sens critique avoir été éliminé, mais c'est parce qu'on nous a culpabilisés, on n'ose plus, et finalement, moi je vous donne pas la solution au problème du monde. Je vous dis juste, on va travailler, essayer de redevenir des hommes libres. Et peut-être on va pouvoir reconstruire, on va s'en sortir peut-être un peu mieux, mais surtout on va devoir reconstruire un monde, et j'espère qu'on peut le reconstruire sur des vrais principes de travail, de liberté, et non pas des idéologies ou du social. Enfin, quand on parle de socialisme, en fait, on parle d'étatisme. Oui. Parce qu'au fond, aujourd'hui, gauche-droite, ça ne veut plus vraiment dire grand-chose. Est-ce qu'on est pour un État totalitaire, voleur, et rapace et corrompu, ou est-ce qu'on est pour la liberté? C'est ça la vraie, c'est la vraie différence. Il faut bien l'expliquer aux gens. Est-ce que présentement, tu travailles sur un livre, un ouvrage, une conférence? Ben justement, ce dont j'ai travaillé depuis maintenant 8 ans, tout en ayant sorti des livres, j'ai sorti aussi des romans. Les gens peuvent trouver facilement mes livres sur Amazon, etc. Et j'espère qu'ils me donneront un feedback de ceux qui me font l'honneur de me les lire. Depuis quelques années, je me suis rendu compte que tout ce discours dont on vient de discuter maintenant, depuis 1 heure, parfois, surtout pour ceux qui découvrent, qui se disent « Ah mais c'est vrai, j'avais pas pensé qu'on avait autant de dettes, j'avais pas pensé qu'on avait autant de problèmes. » Et en fait, ils ont peur. Et alors que mon travail, c'est justement de les inciter à agir pour pas avoir de l'angoisse et de la peur, ils me disent « En lisant tes livres et en t'écoutant, je me suis rendu compte de la réalité et donc maintenant j'ai peur et j'ai de l'angoisse. » Donc c'est un paradoxe qui me déplaît, forcément. Et donc j'ai travaillé sur... La peur, c'est une émotion, elle est là pour nous aider, pour nous signifier un danger, réel ou imaginaire, mais en tout cas qu'on perçoit comme un danger. Et l'angoisse, c'est quand on la projette évidemment dans l'avenir. Et moi, j'essaie justement d'éliminer, pas d'éliminer la peur, de faire en sorte qu'on utilise la peur pour nous faire agir de bonne manière et qu'on réduise les effets du stress et de l'angoisse pour qu'on soit plus apaisé, un peu plus serein. Et il y a plein de méthodes pour le faire. Et donc, j'ai écrit 2 livres, en fait, dont le tome 1 est sorti, qui s'appelle « Survivre à la peur », tome 1, et le prochain, « Survivre à la peur », tome 2, qui sort, évidemment, et qui va sortir l'année prochaine, que j'ai presque terminé, et qui explique... Donc, il a fallu 2 tomes, parce que le premier explique ce que c'est que les émotions, ce que c'est que la peur, comment ça fonctionne chez nous, quels sont les symptômes, comment ça peut nous rendre débilitants, comment ça peut nous déstabiliser, comment ça peut influencer nos comportements et comment on la travaille d'un point de vue philosophique, réflexion mentale. Faire face à la peur de la mort, faire face à la peur de l'inconnu, d'un point de vue philosophique, d'un point de vue mental. Donc on va parler de stoïcisme, on parler de résilience psychologique. De résilience mentale. Le tome 2, c'est beaucoup plus physique. Okay. On va travailler par la nutrition, la respiration, le sommeil. Et en fait, on va apprendre à devenir antifragile, pour reprendre le thème de Nicolas Taleb à New York, qui a ce concept qui est génial, donc je le cite avec beaucoup d'hommages. Et donc ces deux livres, qui peuvent être lus indépendamment, sont, à mon avis, et c'est des gros livres très scientifiques. Alors il y a une grosse part de science dedans, parce que forcément, je ne peux pas juste dire, je ne suis pas un gourou. C'est appuyé. C'est appuyé. C'est appuyé. Il faut... ils vont nous apporter, enfin j'essaye d'apporter, les gens qui ont lu déjà le tome 1 qui marche bien, donc ils sont très contents, d'apporter finalement un apaisement et pas une rationalisation, mais une gestion de la peur qui fait du sens, make sense, qui fait du sens, qui nous permet d'être efficace dans notre vie, en fait. Qui nous permet de ne pas figer, mais d'être en action. Et donc de ne pas se faire avoir. Et de ne pas se faire avoir. Et le nom de ta chaîne YouTube? C'est pareil, Piero San Giorgio. Vous trouvez ça facilement. Parfait. En terminant, Piero, c'est quoi tes rêves? J'en parle dans le tome 1 du livre sur la peur. On n'a pas les mêmes rêves à tous les âges. Et aujourd'hui, à 53 ans bientôt, mon rêve est d'être beaucoup plus détaché de l'action, d'abord politique, que j'ai toujours détesté, mais de l'ambition, on va dire. On a tous des ambitions dans la vie. Je suis beaucoup plus détaché. On dit toujours, tu sais, quand on est jeune, alors j'utilise beaucoup d'anglicisme parce que j'ai vraiment une culture qui a baigné dans le monde anglo-saxon, américain, surtout. On dit quand on est jeune, on play to win. On joue pour gagner.
À partir d'un certain âge, you play not to lose. On joue pour conserver, pour pas perdre, pour conserver d'abord sa santé. C'est pas toujours facile. Donc on joue pour gagner, on joue pour ne pas perdre. J'imagine qu'on joue pour avoir du fun. Et oui aussi, tout va bien. J'ai toujours. Moi, je suis un gourmand, donc j'aime toujours les plaisirs de la vie. Je suis très sensuel. J'aime beaucoup tout ce que la vie nous apporte, mais d'abord, mon travail ces dernières 20 ans, ça a été de m'occuper de mes 4 enfants. J'ai été un stay-at-home dad pendant que j'écrivais j'étais un papa à la maison pendant que j'écrivais mes livres. Donc, je les ai vus grandir, je les ai beaucoup aidés. Donc, finalement, je dois être dans le modèle féministe, quelque part, puisque j'étais à la maison. Et mon ex-femme, maintenant, elle travaillait pendant toute cette période. Et donc peut-être rester un coach pour mes enfants qui deviennent grands, parce que je leur ai jamais dit quoi faire. On les questionne et on les pousse à se développer. Et parfois, on corrige un peu, mais subtilement, les dérives. Parce qu'il y a eu les dérives woke, hein, chez moi aussi. Elles sont arrivées un jour en disant « Ouais, alors, regarde, je me suis coupé les cheveux. Oh, les cheveux trop courts, etc. » Bon, c'est comme ça. Alors, on travaille la chose. Parce que l'influence de l'école et d'Internet, elle est là. Comme à notre époque, on revenait à la maison avec des vêtements débraillés en disant « Oui, maintenant, je suis punk !» Et nos parents, ils devaient devenir fous aussi. Donc, voilà. Mais au-delà de ça, voilà, j'essaye d'amener plus la philosophie dans mes livres que dans les tout premiers. Je vois qu'il y a une différence dans mon approche. Maintenant, j'ai une approche plus... c'est l'écriture d'un homme de 50 ans par rapport à un homme de 40. C'est pas la même chose. C'est beaucoup plus basé sur la philosophie que sur l'action. Parce que je ne vais pas répéter ce que j'ai déjà écrit. OK. Et puis, à l'avenir... Je pense que je ferai plus de romans, plus de l'imaginaire dans le créatif, si j'ai le temps et si je peux. Mais en attendant, on a aussi beaucoup de travail, parce que mon potager, c'est du boulot, et puis la maison, elle vieillit, donc il y a l'entropie qui se met en place, donc on doit la réparer. Là, je suis en train de changer le toit, donc c'est du boulot. Et tout ça, on le fait petit à petit, en fonction des moyens. Quand j'ai de l'argent, je peux faire quelque chose. Quand j'en ai pas, j'attends. Et puis petit à petit, on avance. Et puis peut-être je recommencerai à voyager, parce que j'étais un grand voyageur. Et depuis 10 ans, j'ai moins voyagé. Et en fait, j'aime beaucoup découvrir le monde et les gens à travers le monde, toutes les cultures fantastiques. Là aussi, petit message aux multiculturalistes qui essaient de tout mélanger, de tout rendre uniforme. Vous êtes fous. La beauté de l'espèce humaine et de l'être humain, c'est qu'on est justement différents. Et que quand on va en Chine, on voit des Chinois. Quand on va en Amérique du Sud, on voit des Chiliens. Et ils n'ont pas la même culture que les Espagnols. Et les Chinois, c'est pas la même chose que les Japonais. Aujourd'hui, on veut tout faire ensemble pour que ce soit une sorte de truc où finalement tout le monde va chez McDonald's ou Tim Hortons, je ne sais pas ce que vous savez ici. Et à la fin, tout le monde se ressemble et c'est triste. Non, il faut garder ces différences. C'est super. Piero San Giorgio, merci beaucoup pour cet entretien. Merci à vous. Merci. Cette rencontre est également une présentation de Carole Laurando, accompagnatrice holistique. Si vous voulez avoir les réponses que vous cherchez, il suffit de les chercher à la bonne place. Les réponses ne se trouvent pas à l'extérieur de vous, elles sont en vous. Vous pouvez y accéder en vous reconnectant à vous, à votre être, votre essence, et ainsi vous serez en mesure de vous réaligner avec vous-même pour pouvoir vivre en paix et en toute liberté d'être. Êtes-vous prêt pour cette reconnexion à soi? Vous sentez-vous prêt à reprendre votre vie en main et à gagner en autonomie sur le chemin de votre bien-être? Faites confiance à Carole Laurando, accompagnatrice holistique. Elle vous offre même un premier appel gratuit d'une 20aine de minutes afin de savoir si c'est le bon outil pour votre cheminement. Alors, communiquez avec Carole Laurando, accompagnatrice holistique.
MG Service Traiteur de Saint-Jérôme. Ils desservent les Basses-Laurentides pour que ce soit une boîte à lunch, un repas ou déjeuner, buffet froid, cocktail. C'est votre traiteur corporatif pour l'événementiel, les anniversaires, les funérailles. Alors, vous n'avez qu'à communiquer avec MG Service Traiteur pour de la fraîcheur, de la qualité, en abondance, un service personnalisé. Savourez la différence. mgservicetraiteur.com. J'aimerais remercier Voyage Essentiel. Si pour vous, voyager, c'est une récompense que vous pouvez vous permettre, pourquoi ne pas planifier ce si beau moment avec des professionnels du voyage? Voyage Essentiel vous permettra de choisir le voyage parfait selon vos goûts, votre budget et même vos caprices. C'est merveilleux un voyage lorsqu'il est bien planifié. Alors communiquez avec une conseillère en voyage dès maintenant en appelant au 450-951-9292 ou rendez-vous sur leur site web à voyage-essence-ciel.com ou visitez notre site web saменdirect.com. Un lien vous y conduira directement. Car voyager, c'est essentiel.